Chapitre 1. Bleu. De toute évidence, le mot bleu est un mot qui passe par le miroir, un mot aux significations multiples et souvent contradictoires, dont certaines sont mortes, d'autres très vivantes, et dont l'une au moins, le bleu, qui signifie indécent ou obscène, semble, après une existence de plus de 100 ans, passer des limbes de l'argot à l'usage général. Joseph P. Ropolo, Blue, indécent, obscène, American Speech, 1953 été 1962, il fait chaud et humide, et un peu brumeux aussi, sur la plage de Coney Island. Sous la promenade, où il fait sombre et frais, des groupes d'adolescents sont assis, blottis sur des couvertures et des serviettes. De petites radios transistorisées diffusent de la musique, leurs longues antennes s'élevant dans l'air. Assis à proximité, un homme mince et décharné écoute les adolescents parler, note mentalement les chansons du top 40 diffusées par les petites radios portatives, Leader of the Pack, My Boy Friends Back, Devil in Disguise, d'Elvis Presley et VPU. Les populaires disques jockeys cousins Brucey et Merezoka diffusent un flux constant de commentaires, de blagues et d'autopromotion. L'auditeur est Kenneth Anger, un cinéaste de Los Angeles qui vit en France depuis 8 ans. Anger a choisi la chanson à succès Blue Velvet, comme pièce maîtresse de Scorpio Rising, le court-métrage expérimental qu'il était en train de réaliser. Le film préfigure les puissantes forces sociales qui menaceront de bouleverser les États-Unis au cours des 2 prochaines décennies. Inspiré par The Wild Ones, le film de 1953 dans lequel Marlon Brando incarne le chef d'un gang de motards qui pénètre dans une petite ville et la terrorise, Anger vénère et déconstruit la mythologie du barbare américain. Blue Velvet est devenu l'adagio de l'habillage, joué alors qu'un gang de motards s'habille de cuir et de chêne. L'imagination érotique sombre, selon l'hypothèse de Gregory Markopoulou, était palpable dans les images du physique masculin imposant. Filmé à Brooklyn et monté à San Francisco, le film d'Anger était une attaque contre les valeurs de la classe moyenne américaine et une glorification subversive des images cinématographiques homo-érotiques qui ont façonné les notions américaines de masculinité, illustrées par Brando et par James Dean dans Rebel Oui Tout à Cause. L'un des premiers cinéastes américains à explorer l'homo-érotisme et ses mythologies culturelles, Kenneth Anger, a tourné un court-métrage intitulé Firewalk 1947, un rêve cauchemar homosexuel inspiré des émeutes de 1943 à Los Angeles, au cours desquelles des bandes de marins ont attaqué et battu des jeunes latinos portant des costumes de zoot parce qu'ils ne servaient pas dans les forces armées. Le film mettait en scène un jeune homme qui, se réveillant d'un rêve avec une érection monstrueuse créant une tente dans le drap du lit, se lève pour sortir dans la nuit à la recherche d'une aventure sexuelle. Il se rend dans des toilettes pour hommes et tombe sur un marin qui exhibe son torse nu et ses muscles. Lorsque le jeune homme demande du feu au marin, ce dernier le repousse physiquement. Il est alors agressé et battu par une bande de compagnons du marin. Le film est imprégné d'un symbolisme sexuel surréaliste, des statues sous des draps représentant des érections et une chandelle romaine crachant des étincelles blanches de l'entrejambe d'un marin. Né et élevé à Los Angeles, Anger a grandi dans une famille étroitement liée à l'industrie du cinéma. Dès son plus jeune âge, il collectionnait des photographies et des coupures de journaux sur diverses vedettes, tout en écoutant les adultes raconter des ragots sur les agissements scandaleux d'Hollywood. Plus tard, il a raconté nombre de ces histoires sordides dans son livre à succès Hollywood Babylon. Une prière perverse à l'apogée d'Hollywood, a écrit Mick Brown à propos de ce livre, un compte rendu terriblement approfondi et terrible des dessous sordides de la façade de rêve de Tinseltown, avec des squelettes sortis des placards, des peccadilles impitoyablement déterrés et des cadavres éparpillés à profusion. Comme Hollywood Babylon, les films d'Anger décrivent le monde souterrain, les réalités sordides et occultes, des mythes américains du glamour, de la beauté, du pouvoir et de l'érotisme. Scorpio Rising, son chef-d'œuvre de 1963, rendait hommage au rythme machiste d'un gang de motards et prolongeait l'exploration par Anger de l'imagerie homo-érotique, juxtaposant et intercalant des images d'un gang de motards et de fêtards costumés mais partiellement dévêtus, de policiers et de drapeaux nazis, les drapeaux faisant allusion à la brutalité bien connue de la police de Los Angeles qui a terrorisé les latinos et les afro-américains ainsi que les lesbiennes et les homosexuels pendant tant d'années. Les bandes de motards représentent les forces de la rébellion, encore non formées et mélangées à des éléments fascistes et à la violence. Il est imprégné d'homo-érotisme, d'images érotiques du physique masculin, de nudité et de violence. Ce même été, Jack Smith a tourné Flaming Creature sur le toit du Windsor Theater de New York, sur Grand Street. Réalisé pour la modique somme de $300, c'était une extravagance travestie plutôt qu'une idolâtrie du machisme et de la violence. Il s'agit plutôt d'un montage abstrait du corps humain, pénis mou et en érection, mamelon, pieds et lèvres, et non pas d'un film reconnaissable, mais d'une histoire bizarre et loufoque d'orgie, de vampires et de travestis.
Flaming Creature a créé une énorme sensation à New York en 1963 et 1964. Aucun film d'avant-garde n'avait jamais suscité un tel tollé. Intentionnellement choquant, comme tant de films d'avant-garde de l'époque, il est considéré comme le plus offensant de tous. Lorsqu'il est projeté au Gramercy Art Theatre au mois de mars suivant, en même temps qu'un chant d'amour, le portrait de Jean Genet de deux hommes flirtant furtivement entre des cellules de prison, la police fait une descente dans le cinéma, confisque la copie et arrête le directeur du programme pour obscénité. C'est une brillante parodie sur le sexe, a écrit Suzanne Sontag, et en même temps pleine de contradictions. Dans laquelle décor, certains bien formés et convaincants de féminité et d'autres maigres et poilus, culbutent, dansent, font l'amour. Sontag, 230, proclamant le film comme un jalon de la révolution sexuelle, le critique et défenseur du cinéma d'avant-garde Jonas Moka a écrit, Flaming Creature était un manifeste des nouveaux cavaliers de la liberté sexuelle. Bien que semblant bâclé et, selon les normes d'aujourd'hui, un peu stupide, le style surréaliste et sexuellement suggestif du film a influencé des réalisateurs aussi différents que Federico Fellini et John Water. Andy Warhol a vu pour la première fois le film de Jack Smith lors d'une projection privée à la Filmmakers Co-op en 1963, ce qui l'a incité à explorer le cinéma en tant que média. Déjà célèbre peintre, Warhol était surtout connu pour ses peintures de boîtes de soupe Campbell et de boîtes Brio. Pâle d'apparence frêle, Warhol était un chef de file du mouvement naissant du pop art. Né et élevé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1928, Warhol était un jeune homme maladif qui avait souffert de la danse de Saint-Guy, un trouble neurologique qui provoquait des mouvements involontaires, une complication de la scarlatine. Souvent il était incapable d'aller à l'école, il se tourne vers l'art pour occuper son temps. Il étudie le design commercial au Carnegie Institute of Technology et, une fois diplômé, déménage à New York. Là, il entame une carrière réussie dans l'illustration de magazines et la publicité. Malgré son succès financier en tant qu'artiste commercial, il veut être reconnu comme un artiste sérieux. Néanmoins, efféminé et manifestement homosexuel, il a du mal à se faire accepter dans le monde de l'art macho des années 1950. Au début de la trentaine, il commence à peindre divers produits de consommation, les plus célèbres étant les peintures de boîtes de soupe Campbell's qui font l'objet de sa première exposition personnelle en juillet 1962 à la Ferru Gallery de Los Angeles. L'exposition a fait l'objet d'une grande publicité, la plupart du temps critique ou sardonique. Le critique d'art et philosophe Arthur Danto a estimé que les peintures de Warhol représentant des boîtes de soupe Campbell et des boîtes Brio ont marqué une nouvelle ère dans l'histoire de l'art et ont initié une ère post-historique, dans laquelle le grand et le petit art se mélangent, d'où un nouveau pluralisme qui a changé la façon dont l'art était fait. Tout au long de sa vie, Warhol a exploré des thèmes érotiques, réalisant fréquemment des œuvres homo-érotiques explicites, pour son propre plaisir. À la fin des années 50, il a proposé une exposition de dessins de garçons embrassant des garçons. Les artistes qui dirigeaient la galerie ont rejeté la proposition parce que, comme l'a expliqué l'un d'eux, le sujet était traité de manière trop agressive, trop importante, pour qu'il soit en quelque sorte évident et explicite. Une explication plutôt mystifiante, typique de l'époque, mais manifestement homophobe. À peu près à la même époque, il réalise également une série de dessins de bite. Son assistant Nathan Gluck se souvient, Andy avait cette grande passion de dessiner la bite des gens, et il avait des blocs et des blocs et des blocs de dessins des régions inférieures des gens, ce sont des dessins du pénis, des couilles et tout, et il y avait un petit cœur dessus ou attaché avec un petit ruban. Chaque fois qu'il apprenait à connaître quelqu'un, même un ami parfois, il disait « Laisse-moi dessiner ta bite ». Il a réalisé de nombreux dessins de ce type dans les années 1950 et a souvent dit à ses amis qu'il compilait un cookbook. Il était également fétichiste des pieds et demandait tout aussi souvent à ses amis et connaissances s'il pouvait réaliser des dessins pour un footbook. À la même époque, Warhol a réalisé une série de collages de chaussures représentant certaines de ses célébrités les plus chères, parmi lesquelles Truman Capote, Judy Garland, Christine Jorgensen, Elvis Presley et Zaza Gabor. Beefcake. Dans une certaine mesure, les films de Kenneth Anger, Jack Smith et Andy Warhol ont pris pour acquis la culture érotique masculine qui avait commencé à émerger dans les années 1950. Il s'agissait au départ d'un phénomène clandestin, avec de petits magazines contenant des photographies d'hommes presque nus vendus dans les kiosques et journaux des grandes villes. Ces magazines de physique et les entreprises de vente par correspondance, qui s'en inspiraient, étaient la principale source d'images érotiques masculines pour les homosexuels. Bobo Miser, un photographe amateur vivant à Los Angeles, a joué un rôle majeur dans le développement du commerce de la publication d'images homoérotiques. À l'époque, la plupart des photographies d'hommes nus ou des dessins de scènes érotiques n'étaient disponibles que sur des réseaux privés ou pour des clients sélectionnés par correspondance.
Conscient depuis longtemps de son attirance pour les hommes, Misère prenait depuis son adolescence des photos de nus d'amis masculins séduisants et développait les films dans un placard aménagé en chambre noire. Au départ, Misère a créé une agence de mannequins qui proposait à de jeunes hommes séduisants de poser pour des artistes et des photographes. Il l'appelait l'Athletic Model Guild et l'installait dans le garage de la maison de sa famille, dans un quartier résidentiel au sud d'Hollywood. Il photographiait généralement les hommes nus et n'avait aucune difficulté à recruter des jeunes hommes pour poser. Bien que certains d'entre eux soient disponibles pour le sexe, Misère, dans ses premières années, prônait apparemment son propre plaisir érotique principalement dans l'acte de les photographier. C'était une entreprise familiale, la mère et le frère de Misère travaillaient avec lui. Son frère, qui était hétérosexuel, s'occupait de la comptabilité, et la mère de Misère tricotait les sangles de pose pour les modèles. Misère préférait particulièrement les jeunes durs à cuire qui présentaient des attitudes masculines brutales ainsi qu'un certain degré de naïveté et de cynisme. Beaucoup d'entre eux venaient de sortir de prison. La plupart n'avaient pas de domicile stable ni de moyens de contact. Peu d'entre eux se présentaient à leur rendez-vous, et les autres photographes ont rapidement cessé de faire appel aux modèles AMG. Mais les photographies de Misère se vendaient plutôt bien. Il plaçait des annonces au dos des magazines de culture physique et d'haltérophilie. En 1948, cependant, le bureau de poste américain a mené l'une de ses campagnes périodiques de nettoyage des annonces de vente par correspondance dans les magazines pour hommes, en mettant un frein à la vente de bandes dessinées hétérosexuelles suggestives, d'enregistrements d'actes osés en boîte de nuit et d'articles de fantaisie, ainsi que d'images de femmes et d'hommes nus. Le bureau de poste avertit les éditeurs de magazines que s'ils n'excluent pas ce type de publicité, ils ne pourront plus utiliser le courrier. Bien que les publicités ne soient techniquement pas illégales, les magazines ont rapidement interdit toute publicité physique. En réponse, Misère a suggéré aux autres photographes du mode de mettre en commun leur liste d'adresses et d'envoyer leur catalogue conjointement, ce qui réduirait les possibilités de harcèlement par la poste. Quelques années plus tard, alors que Misère expérimentait le regroupement des pages, l'idée lui vint de créer un magazine. Il décide de l'appeler Physique Pictorial. Il présentait des photographies de jeunes hommes portant uniquement des bretelles de pose, des maillots de bain ou des pagnes, et presque aucun contenu éditorial, à l'exception, bien sûr, des longues légendes, faussement bavardes et pleines d'opinions, qui fonctionnaient souvent implicitement comme des éditoriaux. Misère a apporté des exemplaires du premier numéro à un kiosque journaux populaire situé à l'angle des boulevards Cahuenga et Hollywood, connu pour être un lieu de drague très prisé. Le numéro s'est rapidement vendu et d'autres kiosques ont accepté de le distribuer également. Physique Pictorial a été un succès retentissant et a rapidement donné naissance à de nombreux imitateurs. Au milieu des années 50, il existait plus d'une douzaine de magazines de petit format 5 pouces sur 8 sur le thème du bœuf, Physique Pictorial, Grecian Guild Pictorial, Tomorrow's Mine, Body Beautiful, Young Adonis, qui publiaient tous des photographies et des illustrations de jeunes hommes séduisants, presque nus, souvent présentés comme des marins, des centurions, des lutteurs et des culturistes. Dans leur dernière page, des photographies de culturistes bronzés et huilés étaient disponibles par correspondance. Comme le souligne F.V. Oven dans Beefcake, son histoire du magazine de culturisme, les magazines n'étaient pas seulement un aspect d'une culture masculine et plus large, ils étaient pratiquement la culture gay. Oven, 74. Un auteur a estimé que le tirage total des magazines Beefcake à cette époque pressante était de plus de 750 000 exemplaires, probablement la plus grande audience de lecteurs et de consommateurs homosexuels masculins réunis à ce jour. Le culte de la beauté masculine, qu'a encouragé les magazines de physique, a contribué à façonner les idéaux physiques des homosexuels avant même l'existence d'une culture commune. Un minuscule magazine présentant une bande de gars déshabillés, mais pas complètement nus peut sembler ne pas être une révolution dans l'histoire du sexe, affirme Oven. Mais pour les hommes qui les achetaient, il représentait quelque chose de nouveau et d'audacieux. Il fallait du courage pour acheter un de ces petits magazines en 1955. En 1958, Misère a décidé de se diversifier et a commencé à tourner des courts-métrages 8 mm en noir et blanc des mêmes jeunes hommes s'ébattant au bord de la piscine ou vêtus de tuniques grecques. Réalisé dans le studio de Misère à Los Angeles, une sorte de forteresse composée de 7 bâtiments protégés par des clôtures bordées de fils barbelés et de nombreux chiens d'attaque, les films s'appuient sur des scénarios simples dans lesquels les jeunes interprètes jouent généralement des personnages de série, athlètes, marins, prisonniers et ouvriers. Les motifs de cow-boys et d'indiens, les pagnes en peau de léopard et les piliers grecs étaient des costumes et des accessoires fréquents. Le film de lutte, en particulier, était un incontournable de l'AMG. À 16 ans seulement, il s'était échappé d'un foyer pour mineurs dans les Catskills et avait fait du stop jusqu'en Californie où il subvenait à ses besoins en faisant du porte-à-porte.
recueilli par un Afro-Américain qui vivait à Watt. D'Alessandro a également travaillé comme plongeur dans une pizzeria. C'était un jeune homme séduisant et bien bâti. Apparemment, un admirateur lui avait suggéré de contacter AMG pour gagner un peu plus d'argent en posant. Il a dit à Misère qu'il avait 19 ans et que sa profession était cuisinier de quartier. Sa plus grande ambition était de posséder son propre restaurant italien. Misère lui a appris à se huiler le corps, à se peigner et à se séparer les cheveux, et à se déhancher pour montrer ses abdominaux. Lors de la seule séance avec D'Alessandro, Misère a tourné 20 minutes de film ainsi que de nombreuses photos. D'Alessandro était reconnaissant d'avoir été initié à Misère et au monde du beefcake. Des années plus tard, il a déclaré à Steve Watson, « Mon introduction au monde gay a fait deux choses. La première est qu'elle m'a évité la prison à vie pour meurtre, où j'aurais probablement fini. » Comment? Parce que le monde gay m'a montré qu'il n'était pas nécessaire de frapper tous les hommes que l'on voyait ou de blesser les gens pour se faire entendre. Deuxièmement, cela m'a appris à ne jamais être homophobe, même avant que ce terme n'existe. En 1966, le magazine Drum, publié à Philadelphie, et le magazine Butch, basé à San Francisco, ont publié des photographies de nudité masculine frontale. Clairement conçues comme des provocations délibérées, elles ont valu à Clark Pollack, le rédacteur en chef de Drum, d'être rapidement arrêté pour obscénité. Rejoint par l'American Civil Liberty Union, il a porté l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Après plusieurs années, au cours desquelles Pollack a perdu le contrôle du magazine, la Cour a décidé que le corps masculin nu n'était pas obscène. Tout ceci est assez ironique, puisque Playboy, fondé en 1953, avait bien sûr déjà publié des centaines de nus féminins. Au milieu des années 60, pratiquement tous les studios de fitness, dont beaucoup étaient basés à Los Angeles où les modèles étaient nombreux, avaient été poursuivis pour obscénité. Misère était extrêmement prudent et déclarait publiquement qu'il n'avait jamais photographié de nudité frontale et avait réussi pendant longtemps à éviter tout problème juridique. Après sa mort, l'homme qui a acheté les archives de l'AMG a révélé que Misère avait effectivement photographié des hommes nus de face et réalisé des films sexuels hardcore. La prostitution et le mannequinat nu pour les artistes et les photographes ont une longue histoire commune. Misère recommandait régulièrement des modèles AMG à d'autres photographes et à des collectionneurs, même s'il devait se rendre compte que les jeunes hommes étaient probablement engagés à des fins sexuelles. Mais comme il n'avait jamais bénéficié directement de l'échange de services sexuels contre de l'argent, il ne se considérait pas comme vulnérable. En même temps, au fil des ans, il avait développé un ensemble élaboré de codes pour résumer les informations sur chacun de ses modèles, tempérament, honnêteté très physique, ainsi que les caractéristiques et intérêts sexuels. Il offrait la clé du code à divers clients de confiance. Néanmoins, le code secret semble suspect à la brigade des mœurs du LAPD, qui l'arrête pour avoir dirigé un réseau de prostitution. Il a été condamné, bien qu'il ne l'ait jamais révélé à personne, il semble avoir passé un certain temps en prison en 1968, le très rentable physique pictorial n'a pas apparu pendant la majeure partie de l'année 1968. Lorsqu'il retourne dans son studio, le monde de la pornographie masculine gay a radicalement changé. L'usine de sexe. L'été où Kenneth Anger se cache sous la promenade de Coney Island pour écouter les adolescents qui écoutent du top 40 et où Jack Smith tourne Flaming Creature, Andy Warhol réalise Kiss. Il installait une caméra Bolex sur un trépied, allumait les lumières et deux personnes s'embrassaient jusqu'à ce que le chargeur de 3 minutes de la caméra soit épuisé. C'était très simple, généralement un gros plan en noir et blanc d'un homme et d'une femme qui s'embrassent. Des lèvres pleines, des bouches humides, leurs langues glissant et se sondant énergiquement l'une l'autre. Les yeux de l'homme sont fermés, ceux de la femme ouverts. Le baiser est interrompu toutes les 3 minutes par le scintillement d'un écran blanc, puis le baiser reprend. Dans chaque épisode, différentes paires de femmes et d'hommes s'embrassent. Mais il est souvent difficile de distinguer les couples. L'ensemble du film dure environ 1 heure et est silencieux, sans même de musique. La caméra ne change presque jamais de position. Pendant son tournage, Kiss a suscité une certaine compétition entre ses participants. Des gens intelligents et originaux ont compris que c'était l'occasion de faire quelque chose d'intelligent, se souvient Stephen Holden, qui était l'un des embrasseurs. Le critique Parker Tyler était d'accord, affirmant que la compétition les forçait à faire de nouveaux prodiges de style osculatif pour justifier, semble-t-il, le temps de caméra qui leur était consacré. Plus tard cette année-là, Warhol réalise Blowjob, dont le titre seul crée des attentes pornographiques. Tout au long de ce film de 30 minutes, on voit le visage d'un beau jeune homme, qui se fait vraisemblablement sucer la bite. Nous ne voyons jamais la fellation elle-même, ni qui lui fait une fellation. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et nous ne sommes même pas sûrs qu'il s'agisse d'une vraie fellation. C'est un plan de pure réaction.
Encore une fois, la caméra est immobile, focalisée uniquement sur le visage de l'homme. Nous le voyons regarder dans le vide, baisser les yeux, se laisser aller à une rêverie érotique. Nous le voyons grimacer et se détendre. De temps en temps, il semble sur le point d'avoir un orgasme. Enfin, après un moment d'extase apparente, il allume une cigarette. Nous supposons qu'il a eu un orgasme. Peut-être le plus grand film que Warhol ait jamais réalisé, écrit Wayne Koestenbaum, Blowjob est un film d'une intimité presque insupportable, car on se rend compte en le regardant qu'on n'a jamais auparavant passé 40 minutes sans pause à regarder de manière désintéressée le visage d'un homme au cours de son lent mouvement vers l'orgasme. Warhol a réalisé un troisième film érotique à la même période, Couche. Bien qu'il ait été très rarement projeté, il est plus sexuellement explicite que Kiss ou Blowjob. Tourné en 1964, Couche consiste en diverses scènes de personnes se livrant à des jeux sexuels sur un canapé. Son titre est un jeu de mots sur les idées du divan psychanalytique et du divan de casting. Naomi Levine, qui avait participé à Kiss et avait embrassé plus d'artistes que n'importe qui d'autre, jouait également dans Couche. Elle est filmée en train de se tortiller nue sur un canapé pour tenter d'attirer l'attention d'un jeune homme, qui prête plus d'attention à sa moto qu'à ses seins généreux. Une autre jeune femme est baisée dans le cul par Gérard Malanga, assistant de Warhol, alors qu'elle est allongée sur un danseur noir. Malanga, bien qu'hétéro, est également montré en train de se faire branler par Ondine, la superstar de Warhol, dont le vrai nom est Robert Olivo. Le film comporte de nombreux moments gênants ou comiques, comme lorsqu'Ondine jette un foulard sur le corps de Malanga ou porte ses lunettes en lui faisant une fellation. Le sexe est traité comme une activité quotidienne, au même titre que manger ou dormir. Comme dans Kiss, certains spectateurs ont vu dans Couche un exposé de la pauvreté du sexe hétérosexuel, et implicitement l'acceptation de l'homosexualité comme une pratique sexuelle normale. Dans Beaucry, 203, Koestenbaum, 75-76, Watson, 159-160, dans Baiser, Fellation et canapé, l'immobilité de la caméra transforme ces actes érotiques en abstraction. Le sexe devient impersonnel. L'action réelle se déroule en dehors du cadre. Le temps ralentit. Les gros plans créent un puissant sentiment d'intimité. Le voyeur devient une machine. Dans Kiss et Blowjob, Warhol nous empêche de nous engager directement dans l'activité sexuelle impliquée par chaque film. Il nous demande d'imaginer ou de fantasmer le sexe. La perversité des films réside dans le fait de créer cette intimité, de stimuler notre excitation, puis de nier nos impulsions voyeuristes et d'empêcher la libération de notre excitation. Mais ensuite, nous attendons la fin. Il provoque la démangeaison, mais pas le grattage, du sexe, le plaisir de l'excitation, pas celui de la libération. C'est ce qui rend la pornographie non explicite de Warhol si profondément perverse. Chacun des films qu'il a réalisés cette année-là s'inspire du voyeurisme qui, selon Warhol, est le fondement du cinéma en tant que média. Les films érotiques, tels que Kiss, Blowjob et Couche n'étaient qu'une poignée de films, tout du même style, que Warhol a réalisé au début des années 60, montrant des gens en train d'accomplir des tâches aussi banales que se maquiller, faire du café, parler au téléphone, faire des commérages, avoir des relations sexuelles occasionnelles, boire, se disputer, s'embrasser, se faire couper les cheveux, dormir et manger. Mes premiers films utilisant les objets immobiles, notait Warhol dans une interview de l'époque, ont été réalisés pour aider le public à mieux se connaître. D'habitude, quand on va au cinéma, on est assis dans un monde imaginaire, mais quand on voit quelque chose qui nous perturbe, on s'implique davantage avec les gens à côté de nous. Des années plus tard, en 1969, alors qu'il avait cessé de réaliser des films de ce type, Warhol a comparé son style de tournage de ses premiers films érotiques au Castor, des films pornographiques softcore réalisés dans les années 60 et montrant des jeunes femmes nues et ne montrant que leur pubis. Les Castors ont constitué une étape importante dans le développement des films pornographiques. Ces films étaient initialement réalisés et vendus par correspondance, mais vers 1967, ils ont commencé à être diffusés dans les salles de peep show et les théâtres de San Francisco. Selon Kenneth Turan et Stephen Zito dans Cinéma, leur livre sur les débuts de l'industrie américaine du film pornographique, les Castors étaient réalisés avec une stupéfiante absence d'art, et il n'y avait, au début, aucun contenu sexuel manifeste. Les interprètes n'étaient pas des stripteaseuses, mais plutôt des jeunes filles qui gagnaient un peu d'argent de poche pour payer leurs études à San Francisco State ou Berkeley. Warhol considérait les Castors comme des films apparentés à Kiss, Blowjob et Couche, ses premiers films érotiques, comme il l'explique dans une interview de 1969. Interviewé, il a été suggéré que vos stars sont toutes des exhibitionnistes compulsifs et que vos films sont une thérapie. Qu'en pensez-vous ?
Warhol, avez-vous vu des castors? Ce sont des films où les filles se déshabillent complètement. Et elles sont toujours seules sur un lit. Toutes les filles sont toujours sur un lit. Et puis elles baisent la caméra, en quelque sorte. Intervieweur, avez-vous déjà fait un castor? Warhol, pas vraiment. Nous faisons des films plus ardus pour la consommation populaire, mais nous y arrivons. Parfois, les gens disent que nous avons influencé tant d'autres cinéastes. Mais les seules personnes que nous avons vraiment influencées sont les castors. Les castors sont tellement géniaux. C'est toujours sur un lit. C'est vraiment génial. En 1964, Warhol s'installe dans un nouveau studio sur la 47e rue Est de Manhattan, baptisé The Silver Factory, appelé ainsi parce que Billy Lynch, alias Billy Name, l'un de ses assistants, avait entièrement recouvert les murs de feuilles d'argent. C'est dans la factory, à ces différents endroits, que Warhol a rassemblé un groupe de personnes, monstres de la vitesse, drag queens, poètes, artistes, mannequins et superstars. La plupart des œuvres produites à la factory étaient des œuvres de collaboration. Plus de 500 films y ont été réalisés, un roman et d'autres livres ont été publiés, un disque et des centaines de photographies ont été produits. Je n'ai pas vraiment l'impression que tous ces gens qui m'accompagnent chaque jour à la factory ne font que traîner autour de moi, explique Warhol. C'est plutôt moi qui traîne autour d'eux. En 1965, Warhol revient à nouveau à des sujets érotiques dans My Hustler. C'est un film plus psychologique que les précédents films érotiques de Warhol. Le film a une narration lâche et, ce qui est peut-être le plus important, il a une bande sonore, ce qui permet un certain développement des personnages. Situé à Fire Island Pine, le film s'ouvre sur une vue panoramique d'une plage, avec l'océan en arrière-plan. En se rapprochant, on voit un beau jeune homme, Paul America, assis sur une chaise longue. Sur la bande sonore, on entend les voix d'un homme, Ed Wood, d'un autre homme et d'une femme. La caméra représente leur regard. Paul America est vu en gros plan, beau et musclé, avec des cheveux blonds teints. Hors champ, les hommes et la femme se disputent, n'essaient même pas d'avoir l'air innocent, entend-on d'une voix hargneuse et reine. Vous ne pouvez pas me tromper. Je sais pourquoi vous êtes tous les deux ici et ce que vous cherchez. Je vous connais, vous n'êtes pas vraiment complexe, aucun de vous n'a mieux à faire de son temps que d'aller vamper les trucs d'un PD. Eh bien, je suis désolé de vous dire que vous ne vous en tirerez pas comme ça cette fois. Il est à moi. À moi. Où l'as-tu trouvé? Demande l'autre voix masculine. Qu'est-ce que tu veux dire, où je l'ai trouvé? Wood répond. Je veux dire, comme, l'avez-vous ramassé dans la rue? Demande l'interlocuteur masculin de Wood. Dans la rue. Pas du tout, ma chère. Ce genre de choses est plus votre style. Les dragueurs de rue sont pour les vieux escrocs au chômage comme vous qui ont décidé qu'ils devaient aimer ça. Oh, non, la rue, en effet. Ainsi va la conversation. Wood finit par révéler qu'il a trouvé Paul America, son arnaqueur, dans une agence appelée Dial Hustley. Tout au long de cette conversation, l'œil de la caméra reste fixé sur Paul, sans bouger. Coupé à 3 personnes, Ed Wood, l'homme et la femme, assis sur la terrasse d'une maison sur la plage, prenant un verre. Les amis de Wood proposent un pari, ils vont essayer de séduire l'arnaqueur pour l'éloigner du personnage d'Ed Wood. Il accepte le défi. D'abord la femme, Geneviève Charbon, sort sur la plage pour séduire l'arnaqueur. Très vite, elle applique de l'huile solaire sur le dos de Paul America, puis un écran blanc clignotant apparaît et la première bobine s'arrête brusquement. La deuxième bobine s'ouvre sur 2 prostituées qui se tiennent ensemble dans une salle de bain. Une prostituée plus âgée, peut-être âgée d'une trentaine d'années, se rase, se lave les mains et se peigne les cheveux sous le regard du jeune et beau prostitué qui attend son tour. 2 hommes se disputent la primauté devant le miroir. Les arnaqueurs échangent des conseils de beauté et discutent de la prostitution en tant que travail. À la fin du film, rien n'est réglé, personne n'a gagné le pari fait dans la première bobine. À la fin du film, où des charbons se disputent au sujet de la dernière livraison de Dial Hustler. Dorothy Dean, l'ami de Warhol, interrompt le dialogue des arnaqueurs et fait une autre offre, je vais te faire éduquer. Après tout, pourquoi se faire découper par ces vieux PD? Dean et son ami Chuck Vin, il est crédité en tant que réalisateur, avaient initialement proposé de réaliser le film. Dean avait voulu qu'un autre ami, Joe Campbell, joue le rôle du jeune arnaqueur. Longtemps éprise de Campbell, Dean lui avait demandé à plusieurs reprises d'être le père de son enfant, non seulement parce qu'il était si beau, mais aussi parce qu'il avait un caractère si doux. Quand elle lui a proposé le projet, elle lui a dit, tu vas être une star, le film parle d'arnaque. C'est un grand sujet, a répondu Campbell, se souvenant de sa propre expérience assez vaste en tant qu'escorte. Finalement, Campbell a été choisi pour jouer le rôle de l'escroc plus âgé. Pendant de nombreuses années, il a entretenu une relation avec Harvey Milk avant que le futur homme politique ne s'installe à San Francisco.
Après leur rupture, il a erré de New York à la Floride, puis est revenu, trouvant difficile de gagner sa vie et de continuer à vivre. Comme il n'y avait pas de scénario, Vin avait invité deux de ses amis de Cambridge, ou des chabrons, qui seraient capables de soutenir la répartie garce que Vin jugeait nécessaire pour le film. La dernière addition au casting était Paul Johnson, un bel homme musclé qu'un ami de Warhol avait pris en stop au bout de Long Island. Johnson est rapidement rebaptisé Paul America. Contrairement au film précédent de Warhol, Vin avait proposé de réaliser un film narratif. Juste avant le début du tournage, Vin a dit à Paul Morrissey, qui était relativement nouveau dans le cercle de Warhol, « Nous ne pouvons pas laisser Andy allumer la caméra et la laisser tourner, nous n'allons pas gâcher tout ce voyage. Vous faites fonctionner la caméra, et je leur dirai quoi faire, et nous ferons quelque chose comme un vrai film avec des arrêts et des départs. » Morrissey a hésité. « Ce n'est pas réaliste, expliqua-t-il, de prendre 2 ou 3 personnes sur un bateau et de penser que l'on va faire un film qui ira dans les théâtres. À ce moment-là, je ne pensais pas que ces choses étaient possibles. Au début, Warhol ne voulait pas bouger la caméra. Il a demandé à Morrissey de le faire, et ce dernier a fait passer la caméra d'Adoud et Geneviève Chabron à Paul America sur la plage. Les échanges entre Johnson, Paul America et Campbell sont des bavardages de prostituées, ni spirituels ni même salaces. À l'écran, il n'y avait clairement aucune alchimie entre les deux. Warhol leur avait dit que la scène devait être sexy, mais la seule consigne qu'il avait donnée à Campbell était d'ouvrir l'armoire à pharmacie et de lire les noms de marque de ceux qui s'y trouvaient. Le fait que Campbell ne savait pas qu'il ne jouait pas l'arnaqueur au centre du film jusqu'à ce qu'ils soient tous arrivés au ping n'a pas aidé. Au lieu de cela, Campbell a joué le rôle de l'arnaqueur suranné, un rôle qui a résonné de manière trop personnelle. Campbell a trouvé Paul America complètement inintéressant. Il n'avait rien, se souvient Campbell. Je suppose qu'il avait une forme, mais il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'avait aucune convoitise, aucun désir, aucun agenda d'aucune sorte, même dans la drogue. La scène est apparue plus blasée que sexy. J'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un de réactif, conclut Campbell. C'était comme parler à une personne morte. Miles Teller, si différent des films minimalistes lents et silencieux de Warhol montrant des gens en train de manger, de dormir, de s'embrasser ou de se faire tailler une pipe, ou de films comme Empire, qui montrait l'Empire State Building sur une période de 24 heures, a fait un tabac dans les petits cinémas, qui projetaient des films d'avant-garde. C'est un film sur le sexe, ou du moins autant sur le sexe que les films de cette période Blue 27 le permettaient, c'est-à-dire pas de sexe explicite, et certainement sur le désir homosexuel entre hommes. Les films pornographiques de l'époque n'avaient pas encore commencé à montrer des scènes de sexe explicite, et il n'y avait pas non plus de films softcore à thème gay dans les salles de cinéma. Les films de Warhol résument, comme l'affirme Owen Kustenbaum, ce que l'on ressent en attendant le sexe, en attendant, pendant le sexe, qui se termine, en attendant, pendant le prélude du sexe, que le vrai sexe commence, en désirant un homme que l'on regarde, en supportant l'ajournement, peut-être pendant toute une vie, en attendant que l'homme se retourne et vous regarde. La pornographie, telle qu'elle s'est développée à partir de la fin des années 60, portait moins sur l'attente en soi que sur le fantasme comme prélude au désir. Premier film de Warhol à refléter l'influence de Paul Morrissey, Miles Teller ne pousse pas le film à sa limite en tant que médium, mais constitue plutôt la première des explorations cinématographiques de Warhol sur le corps masculin, et la préoccupation émotionnelle du temps, de l'attente et du désir homosexuel. Miles Teller ressemble beaucoup à un documentaire dans son style cinéma-vérité, un documentaire sur le désir homosexuel à un moment historique. Le cinéma pornographique, tel qu'il s'est développé après 1969, a intégré une forte impulsion documentaire, documentant et authentifiant l'excitation et la libération sexuelle masculine. Le cinéma-vérité du désir de Warhol se concentre presque exclusivement sur les préliminaires comme prélude à l'orgasme. Malgré l'absence de sexe explicite dans ses films, Warhol est resté obsédé par le sexe et les organes sexuels masculins, tout à fait dans l'esprit des films de Castor. Pendant cette période, les années 60, j'ai pris des milliers de polaroïdes de parties génitales. Chaque fois que quelqu'un se présentait à la factory, même s'il avait l'air très droit, je lui demandais de retirer son pantalon, pour pouvoir photographier sa queue et ses couilles. C'était surprenant de voir qui me laissait faire et qui ne le faisait pas. Les polaroïdes étaient manifestement le prolongement de sa passion pour les dessins de bites qu'il avait réalisés dans les années 1950. Au cours de cette période, Paul Morrissey est devenu le principal partenaire artistique de Warhol pour ses projets de films. Contrairement à de nombreux autres collaborateurs de Warhol, Morrissey ne s'intéresse pas au monde de l'art et est hostile à la consommation de drogue des autres habitants de la factory. Il avait toujours voulu faire des films commerciaux et avait persuadé Warhol qu'il était possible de gagner de l'argent avec le genre de film qu'il tournait.
En 1966, Warhol et Morrissey décident de réaliser un film à plus grande échelle que tous ceux qu'ils avaient fait auparavant. Ils voulaient filmer un grand succès. Warhol commence à tourner de courtes séquences d'une demi-heure dans lesquelles diverses personnes de son entourage exposent leurs sentiments les plus intimes ou entrent en conflit les unes avec les autres. Le film n'avait pas d'intrigue générale, pas de scénario, sauf peut-être quelques notes ou croquis. Comme pour ses autres films, chaque segment a été tourné en une seule prise jusqu'à ce que la bobine de 35 minutes soit épuisée. Comme l'explique Warhol, de cette façon, je peux surprendre les gens en train d'être eux-mêmes, au lieu de monter une scène, de la tourner et de laisser les gens jouer les parties écrites. Il vaut mieux agir naturellement que d'agir comme quelqu'un d'autre. Ce sont des films expérimentaux, qui traitent des émotions humaines et de la vie humaine. Cette philosophie de mise en scène faisait peser sur les interprètes eux-mêmes la charge de jouer une scène intéressante. Les animosités personnelles entre les artistes et l'usage intensif de drogue ont alimenté le processus. Warhol et Morrissey ont amorcé la pompe en faisant circuler des rumeurs sur ce que les artistes avaient dit les uns des autres. Ils ont tourné entre 12 et 15 bobines, y compris des scènes avec Robert Olivo, alias Ondine, le râleur au vitriol qui joue le pape de Greenwich Village, Brigitte Berlin dans le rôle d'un dealer qui se shoot à l'amphétamine à travers son blue jean, Gérard Malang jouant un hippie irresponsable réprimandé par sa mère, joué par la cinéaste expérimentale Mary Menken, Mario Monté, un drag queen, est réduit en larmes par deux gars acariâtres. Eric Emerson, un hippie au caractère doux, raconte sa vie et se déshabille. Anoyana joue une dominatrice avec deux lesbiennes, et le bavardage inutile d'un homosexuel d'âge moyen au lit avec un escroc. Lorsque le moment est venu de monter The Chelsea Girls, comme Warhol et Morrissey ont décidé d'appeler le film pour le projeter à la Cinémathèque, le principal lieu de rencontre des cinéastes d'avant-garde à New York, il disposait de 6h30 de film composé d'au moins 12 à 15 segments différents. C'était beaucoup trop long pour une projection quelconque, ils ont donc décidé de montrer deux bobines l'une à côté de l'autre au même moment. La juxtaposition des acteurs et de l'action, de la couleur et du noir et blanc, du son et du silence, note Victor Bocry, a donné à Chelsea Girls un impact visuel magnifique ainsi qu'un effet schizophrénique, en particulier lorsque les mêmes acteurs apparaissaient dans deux bobines se succédant, exposant différents aspects de leur personnalité, et la transformer en quelque chose de bien plus grand que n'importe lequel des films individuels seuls. Pourtant, c'était aussi un autoportrait d'une dureté dévastatrice du monde d'Andy Warhol. C'est notre civilisation sans Dieu, qui s'approche du point zéro, écrit Jonas Moka dans le Village Voice. Ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le lesbianisme, ce n'est pas l'hétérosexualité, la terreur et la dureté que l'on voit dans Chelsea Girls sont les mêmes que celles qui brûlent le Vietnam, et c'est l'essence et le sang de notre culture, de notre façon de vivre, c'est la grande société. Chelsea Girls est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de Warhol. C'est un succès immédiat et stupéfiant. Il est passé de la petite vitrine souterraine et exiguë de la Cinémathèque aux principaux cinémas grand public des quartiers chics. À la fois loué et décrié, il a donné à Warhol le plus haut profil public et la plus grande audience qu'il ait jamais eue. Bosley Crofter, le critique de cinéma du New York Times, a attaqué Chelsea Girls comme le signe avant-coureur de la fin de la civilisation, plus inquiétant que la léthargie contagieuse du film et le message profond, ces échangistes rêveurs, jouant à leur jeu, remettent clairement en question les hypothèses les plus fondamentales de notre culture, à savoir que l'accouplement hétérosexuel, heureux ou malheureux, moral ou immoral, est une entreprise socialement significative qui mérite d'être examinée de très près. La titillation des guirlandes d'Hollywood et la fornication des films d'art et d'essai sont remplacées par une nouvelle mythologie sexuelle, un polymorphisme ludique et discret. Le message diffusé est totalement subversif. L'écrivain Gore Vidal a adopté une approche opposée. Se moquer de l'art du cinéma, écrivait-il, en montrant des garçons qui baissent leurs pantalons juste parce que tout le monde veut voir leur bite, et le faire encore et encore est vraiment époustoufler les gens qui écrivent sur les films, j'ai trouvé ça vraiment génial. Après le succès de The Chelsea Girls, Warhol est contacté par le directeur du Hudson Theater, tout près de Times Square, pour quelque chose qu'il pourrait y montrer. Morrissey lui suggère Maïs Hustler, ils veulent montrer quelque chose, et le titre leur fera penser que c'est un film sexuel, comme tous les films de filles qui y sont projetés. Maïs Hustler est présenté en juillet 1967 et rapporte $18 000 la première semaine. Le magazine A Potin Confidential a rapporté, Maïs Hustler a déclenché la tendance à un réalisme homosexuel total au cinéma. La raison en est, selon les critiques de cinéma, qu'il s'agit du premier long-métrage qui jette un regard sur le côté lavant de la vie sans pointer du doigt le dégoût ou le mépris, mais en se concentrant plutôt sur la façon dont la vie est réellement vécue dans le monde des boiteux. Compte tenu du fait qu'il ne comportait même pas de scènes de sexe softcore,
Maestler a étonnamment bien marché. Mora a demandé à Warhol quelque chose qui ressemble davantage au film d'art suédois A Woman, qui traite du développement sexuel d'une femme. Morrissey et Warhol décident de faire un film intitulé A Man et demandent au chanteur pansexuel des Doors, Jim Morrison, de jouer dans le film. Morrison ayant refusé, ils ont fait appel à son ami Tom Baker. Le film devait montrer une série de rencontres sexuelles entre Baker et 8 femmes différentes. Pour des raisons commerciales, il cherchait à attirer à la fois les hommes gays et hétérosexuels. Mais Baker a refusé d'avoir des rapports sexuels, craignant que cela ne compromette sa carrière d'acteur, qui ne s'est de toute façon jamais concrétisée. En fin de compte, Baker est le seul acteur nu et ne fait rien d'autre que caresser ou masser ses partenaires féminines habillées. Le prochain grand film de Warhol et Morrissey est Lonesome Cowboy. Warhol et Morrissey avaient conçu le projet lors d'une visite à Tucson, en Arizona. Ils ont commencé le tournage en janvier 1968. La production consistait à transporter tout l'entourage de Warhol dans une petite ville de l'Arizona, y compris la superstar Viva, ainsi que les fidèles Taylor Mead, Eric Emerson et Lou Valdon et le nouveau venu Joe D'Alessandro. Viva jouait le rôle d'un riche éleveur aux prises avec une bande locale de cow-boys dirigée par Lou Valdon. Dans ce film, Warhol abandonne sa méthode habituelle consistant à installer une caméra et à la fixer sur un groupe de personnes jusqu'à ce que la pellicule soit épuisée, et confie la caméra à Paul Morrissey, qui assume progressivement le rôle de réalisateur. La main forte de Morrissey a changé la dynamique entre la caméra et les acteurs. Avec Morrissey donnant des instructions telles que tu dois te battre ou baisse ton pantalon, les acteurs ont progressivement cessé de réagir directement les uns aux autres, ce qui a eu pour effet de minimiser le chaos improvisatoire, qui donnait aux interprètes de Warhol leur personnalité distinctive. Morrissey et Warhol avaient des philosophies très différentes de la réalisation de films. Morrissey pensait que les films sont un moyen de communication qui est traditionnellement et nécessairement fondé sur un cadre littéraire et dramatique et qui n'a qu'un lien accessoire avec la poésie et la peinture, tandis que Warhol travaillait avec des images statiques, des répétitions et des mots uniques comme concept pour organiser un film. Bien qu'il ne croie pas au scénario prémédité, il diffère sur la méthode de montage. Pour Warhol, la bobine était l'unité de montage. Morrissey, en revanche, était prêt à changer l'emplacement de la caméra et à utiliser le zoom. Les différences artistiques entre Warhol, qui rechignait à abandonner la caméra immobile et le montage minimal, et Morrissey, qui souhaitait réaliser des films commerciaux, plus orientés vers la narration, ont généré une grande tension parmi les acteurs du plateau. Beaucoup d'entre eux préféraient la position de Warhol. Presque à l'inverse de leur rôle habituel dans un film de Warhol, les personnages qu'ils jouaient se répercutaient sur leur comportement en coulisses. Eric Emerson, d'ordinaire si doux et gentil, s'est emporté et a simulé un viol collectif non planifié de Viva pendant le tournage, pensant qu'il s'agissait d'une punition pour son tempérament. Elle était outrée, et bien qu'elle ait autorisé le tournage à se poursuivre, elle a quitté le plateau en trombe une fois le tournage terminé. Des rumeurs de viol ont amené la police locale et les justiciers à enquêter. La surveillance exercée par les autorités locales, d'abord provoquée par les rumeurs de viol, est devenue si perturbatrice que Warhol a décidé d'arrêter le tournage en Arizona et de retourner à New York pour terminer le film. Mais quelqu'un avait également déposé une plainte auprès du FBI. Warhol a discuté de la situation avec Billy Name, l'un de ses assistants. Warhol, oh, vous savez, le FBI pense que Viva a vraiment été violée dans le film de Cowboy. Name, cet homme du FBI a dit, tu sais c'est que c'était, il m'a dit que quelqu'un s'était plaint, que des types lui faisaient des avances, et qu'elle faisait des avances aux types. C'est ce qui a énervé. Qui a poussé certaines personnes à mettre le FBI sur nous? Ce n'est pas l'histoire du viol, c'est le fait que des gens l'aient vu coucher avec des hommes. Warhol, on n'a pas ça dans le film, n'est-ce pas? Name, non, elle ne l'a pas fait. Après l'interruption du tournage en Arizona, ni Warhol ni Morrissey n'ont travaillé sur le film avant l'année suivante. Lorsque Lonesome Cowboy sort en mai 1969, il est largement perçu comme le film le plus populaire de Warhol au box-office, bien que les critiques le considèrent comme imparfait, voire un mauvais film, et un véritable échec au regard des premiers films de Warhol et notamment The Chelsea Girls. Pourtant, Lonesome Cowboy a représenté un changement dans l'approche du cinéma de Warhol et dans sa représentation du sexe. Il s'agit d'un film de cow-boy, un genre traditionnellement macho dominé par des acteurs comme John Wayne. Comme dans beaucoup de westerns, la distribution est essentiellement masculine. Mais dans Lonesome Cowboy, les relations entre hommes dans la nature, c'est-à-dire en plein air, sans vêtements, sont présentées comme tendres et libres. Le machisme n'est qu'une façade, quelque chose que l'on met comme ses vêtements. La nudité est liberté et joie. La nudité est presque utopique. Arnaqueur et superstar.
Au cours de l'été 1968, le réalisateur britannique John Schlesinger vient à New York pour tourner Midnight Cowboy. Basé sur le roman de Leo Harley, il raconte l'histoire d'un jeune homme naïf du Texas, qui vient à New York pour gagner sa vie en escortant des femmes riches. Schlesinger avait initialement demandé à Warhol de jouer le rôle d'un réalisateur de films underground. Mais Warhol a plutôt suggéré à Schlesinger d'engager Viva et de faire appel à d'autres stars de Warhol comme figurants. Dean, Taylor Mead et Joe D'Alessandro étaient parmi ceux qui participaient à une scène de fête typique des années 60. Alors que Warhol est à l'hôpital, pour se remettre d'une tentative d'assassinat par Valery Solani, Morrissey lui discute régulièrement du tournage du film Midnight Cowboy de John Schlesinger, qui se déroule à New York à cette époque. Ils ont tous deux le sentiment que Schlesinger s'est installé sur leur propre territoire. Seulement, dans le cas de Schlesinger, United Artists payait 3 millions de dollars pour réaliser l'histoire d'un arnaqueur. Quand Paul lui a dit que seuls quelques-uns des joueurs de Warhol travaillaient comme figurants, Warhol a suggéré: pourquoi ne pas faire un film comme celui-là, et nous pourrions le sortir avant le leur? Et vous pourriez utiliser tous les enfants qui n'ont pas pris la peine d'utiliser. Morrissey adorait l'idée, et comme Warhol était toujours à l'hôpital, il s'est dit, finalement, je n'aurai pas Andy pour faire fonctionner la caméra. C'était donc une bonne occasion de se désengager d'Andy, qui devait être là pour appuyer sur le bouton. Morrissey a rapidement réuni une équipe. Beaucoup étaient des habitués du Max Kansas City, un bar et restaurant populaire fréquenté par les habitués de Warhol. D'autres sont des piliers de Warhol comme Lou Valdon, les travestis Jackie Curtis et Candy Darling, et Joe D'Alessandro, qui joue le rôle d'un escroc qui doit réunir 200 dollars pour payer l'avortement de la meilleure amie de sa femme. FLESH s'ouvre sur un long plan de D'Alessandro allongé dans son lit et dormant nu, une référence au premier film de Warhol, Sleep, qui durait 6 heures et dans lequel le petit ami de Warhol, John Giorno, dormait pendant tout le film. Mais dans FLESH, il y avait une intrigue et la caméra y était engagée. Le beau et doux Joe D'Alessandro est devenu un objet d'adoration exalté. Comme cela s'est produit plus tard avec les stars du porno, de nombreux fans ont supposé que le jeune homme nommé Joe dans ces films était la même personne qu'ils voyaient à l'écran. Et ils ne se sont pas complètement trompés. FLESH a été le premier film américain à présenter de la nudité masculine en plein front, et D'Alessandro en a joué une grande partie à poil. Hustler, athlète, modèle de photographe, D'Alessandro avait une présence qui évoquait le monde des magazines de physique et des films 8 mm. À un moment donné, un futur arnaqueur proteste auprès de Joe qu'il est hétéro. D'Alessandro répond avec un fatalisme mondain: personne n'est hétéro. Qu'est-ce qui est hétéro? Vous faites juste ce que vous avez à faire. C'est difficile d'apprendre à faire ça, mais une fois que tu as compris, n'y pense même plus. Il va seulement te sucer le zizi. FLESH a fait de Joe D'Alessandro une star internationale du cinéma, le premier à avoir atteint la célébrité en tant qu'acteur nu dans ce que certains appelaient à l'époque un film pornographique. Il a également été le premier sexe symbole masculin à être ouvertement érotisé, tant par les homosexuels que par les femmes, et a été compté parmi les 10 plus beaux hommes que le célèbre photographe du mode Francesco Scavulo ait jamais photographié. L'entrejambe de D'Alessandro a été photographiée pour la couverture de l'album Sticky Fingers des Rolling Stones. D'Alessandro n'a que 18 ans lorsque Paul Morrissey et Andy Warhol le découvrent. Vivant à l'époque à New York avec sa femme, il a entendu dire que le type de Campbell's Soup tournait un film dans l'immeuble d'un ami. Warhol tournait The Love of Ondine, son hommage à Ondine, un brillant travesti sous amphétamine. D'Alessandro et ses amis y sont allés pour regarder, mais lorsqu'il a passé la tête par la porte, Morrissey l'a invité à se joindre à la réalisation du film. D'Alessandro a improvisé une scène de 23 minutes, dans le film en ne portant que son short de jockey. Morrissey a fait jouer D'Alessandro dans les 3 films de sa trilogie FLESH. Le film suivant FLESH devait être un récit picaresque de la vie d'un toxicomane. Il propose d'associer un toxicomane sur la pente descendante à un survivant, quelqu'un d'impitoyable pour tirer quelque chose de la vie. Le film s'appelle Trash. Elle mettait également en vedette D'Alessandro, qui était associé à l'un des travestis de la Factory, Holly Woodlawn, dans le rôle de la petite amie de D'Alessandro. On se demande si Woodlawn et D'Alessandro vont s'entendre. Mais comme Morrissey s'en souvient après le premier après-midi de tournage, j'ai su en quelques minutes que mon intuition était bonne et que mon instinct avait porté ses fruits. Je savais que j'avais mes 2 personnages de base et que j'avais un film. Leur alchimie n'avait rien de sexuel. D'Alessandro trouvait que la brune maigrichonne était laide, mais il la traitait avec une certaine galanterie masculine. Elle n'est pas non plus attirée par D'Alessandro. Woodlawn est très dévouée à son petit ami de 16 ans. Le 3e volet, toujours avec D'Alessandro, s'intitule It, un remake campy de Sunset Boulevard.
Avec FLESH, Warhol et Morrissey sont entrés de plein pied dans le domaine de la pornographie commerciale douce, à certains égards, ils l'ont même dépassé. On y trouve non seulement de la nudité, des lesbiennes et du voyeurisme, mais aussi du fétichisme, du travestissement et même une érection. Il a fait l'objet d'une critique enthousiaste dans The Advocate, le journal gay national. Enfin, un film parfait est sorti de l'usine Warhol. Paul Morrissey a ajouté les ingrédients qui manquaient jusqu'à présent, une forte touche de mise en scène et une superbe caméra, ainsi qu'un montage judicieux. D'Alessandro est un homme aux 1000 visages, le déplacement d'une mèche de cheveux change son apparence. Prédiction, Joe D'Alessandro sera une star du cinéma américain. Les films que Morrissey a réalisés sous l'égide de Warhol ont prolongé la préoccupation de longue date de Warhol pour son culte érotique du corps masculin. Leurs films ont consacré l'arnaqueur et le travesti comme des figures masculines emblématiques. L'arnaqueur et le travesti libèrent leur corps des rôles sociaux masculins conventionnels. L'arnaqueur offre son corps à la vente. Il cède ses préférences sexuelles, quelles qu'elles soient, à son client. Dans le langage d'aujourd'hui, il est gay contre rémunération. Le travesti rejette son corps d'homme. La chirurgie transsexuelle n'était pas aussi disponible et abordable dans les années 60 qu'elle ne l'est aujourd'hui, et l'identité qui va normalement avec. Dans le bleu. Warhol était familier avec le monde classé X de Times Square. Il assistait régulièrement à des peep shows dans les arcades, et achetait ses magazines pornographiques. Personnellement, j'adorais le porno, écrit dans Popisme, et j'en achetais beaucoup tout le temps, des trucs vraiment sales et excitants. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de trouver ce qui vous excitait, puis d'acheter les magazines porno et les copies de films qui vous convenaient, comme vous le feriez pour les bonnes pilules ou les bonnes boîtes de conserve. J'étais tellement avide de porno que, lors de ma première sortie de la maison après le tournage, je suis allé directement sur la 42e rue, j'ai fait le tour des peep shows avec Vera Cruz et je me suis réapprovisionné en magazines porno. Après la sortie de Lonesome Cowboy et l'accueil très favorable réservé à FLESH de Paul Morrissey, Warhol réalise un dernier film, plus ou moins seul. L'idée originale est venue de Viva alors qu'elle tripait sous LSD. Elle avait décidé qu'elle voulait faire un film sur le vrai sexe, simplement deux personnes passant du temps ensemble et faisant l'amour. Elle a proposé l'idée à Warhol pendant sa convalescence après la tentative d'assassinat de Valérie Solanas, et il a demandé à Louis Valdon de jouer dans le film. Valdon était en fait apparu dans quelques films pornographiques plusieurs années avant l'introduction du hardcore. Il s'agissait probablement de nudie. Dans les films T.A. Saint-Fs, explique Valdon, la femme était toujours au centre de l'attention, l'homme n'était qu'un accessoire. Quand Andy a dit qu'il voulait qu'on fasse l'amour, j'ai su que ce ne serait pas un film de seins et de couilles, mais un film sensible. C'était un retour aux sources, un film classique d'Andy Warhol, caméra fixe, pas de montage, pas de scénario, juste un homme et une femme avant, pendant et après l'acte sexuel. J'ai toujours voulu faire un film qui ne soit que de la baise pure, a écrit Warhol dans Popisme, rien d'autre, de la même manière que manger n'avait été que manger et dormir n'avait été que dormir. Warhol a bouclé la boucle. Les expériences avec les scénarios et le récit n'ont pas réussi à atteindre ce qu'il avait identifié comme étant le plaisir de regarder. Dans une interview avec Leticia Kent du magazine Vogue, il a offert un manifeste de son approche de la réalisation de films, et, en vertu de sa généralité, de la représentation cinématographique du sexe, les scripts m'ennuient. C'est beaucoup plus excitant de ne pas savoir ce qui va se passer. Je ne pense pas que l'intrigue soit importante. Si vous voyez un film où deux personnes parlent, vous pouvez le regarder encore et encore sans vous ennuyer. On s'implique, on rate des choses, on y revient. Mais on ne peut pas revoir le même film s'il y a une intrigue, car on connaît déjà la fin. Tout le monde est riche. Tout le monde est intéressant. Il y a des années, les gens s'asseyaient en regardant la rue par la fenêtre. Ou sur un banc dans un parc. Ils restaient des heures sans s'ennuyer, même s'il se passait beaucoup de choses. C'est le thème que je préfère dans la réalisation d'un film, regarder quelque chose se passer pendant environ 2 heures. Fuck, ou Blue Movie comme on l'a appelé plus tard, a été tourné en une seule journée. Comme par le passé, Warhol a monté la scène, il a placé le lit au milieu du salon de son ami David Bourdon, et a filmé lui-même. Le film s'ouvre sur Viva et Valdon allongé, habillé, sur le lit. Pendant qu'il se déshabille, il parle et plaisante. Un thème récurrent est de savoir si Viva sucerait ou non la bite de Valdon. Le badinage se termine lorsque Viva retire la bite de Valdon de sa bouche et déclare « Ok, c'est bon. C'est vraiment ennuyeux ». Pendant la majeure partie du film, Viva et Valdon se sont amusés au lit, puis ont fini par baiser. Quand le sexe était terminé, ils mangeaient quelque chose. Morrissey n'a pratiquement pas participé au tournage, en fait,
Il est parti pendant la scène de sexe finale, ce que Malanga a attribué au chagrin de Morrissey de ne pas avoir réussi à aseptiser le film, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à le faire sans aucune activité sexuelle explicite. Je ne savais toujours pas ce qui était légal dans la pornographie et ce qui ne l'était pas, mais à la fin du mois de juillet, avec toutes sortes de films cochons diffusés dans la ville et des magazines cochons comme SCREW dans tous les kiosques et journaux, nous avons pensé, oh pourquoi pas, et avons mis Fuck dans le Garrick Theater après avoir changé le titre en Blue Movie. Il est passé une semaine avant d'être saisi par les flics. Ils sont venus jusqu'au village, ils ont écouté les discours de Viva sur le général MacArthur et la guerre du Vietnam, Louis a traité ses seins d'abricots secs, elle a raconté que la police l'avait harcelée dans les Hamptons, parce qu'elle ne portait pas de soutien-gorge, etc. Et ils ont saisi la copie de notre film. Je me suis demandé pourquoi ils n'étaient pas allés sur la 8e avenue, pour saisir des films comme Inside Judy's Box, Tina's Tongue. Était-il plus socialement rédhibitoire? Peut-être. Tout se résumait à ce qu'ils voulaient saisir et ce qu'ils ne voulaient pas, en gros. C'était ridicule. Le 17 septembre 1969, un comité judiciaire, qui n'a pas délibéré plus d'une demi-heure, a statué que Blue Movie était de la pornographie dure pour 3 raisons: il suscitait un intérêt lubrique, il offensait les normes de la communauté et il n'avait aucune valeur sociale rédemptrice. Avec Blue Movie, le projet artistique de Warhol, qui consistait depuis 5 ans à repousser les limites de la représentation d'images érotiques et de l'exhibition de sexe, a enfin commencé à se superposer à la pornographie dure. Une semaine après le tournage de Blue Movie, il déclare que les gens qui faisaient des films de filles copient maintenant nos films, et ils sont vraiment bons. C'est vraiment sale, je veux dire que je n'ai jamais rien vu de si sale. Ils copient notre technique. C'est quoi la pornographie de toute façon? Warhol a posé une question rhétorique à la journaliste de Vogue, Laetitia Kent. Les magazines de musculation sont qualifiés de pornographie, mais ils n'en sont pas vraiment. Ils vous apprennent à avoir un beau corps. Je pense que les films doivent faire appel à des intérêts lubriques. Le Blue Movie était réel. Mais ce n'était pas de la pornographie, c'était un exercice, une expérience. Mais je pense vraiment que les films devraient vous exciter, vous faire découvrir les gens, être excitants. L'excitation fait partie de la machine. Elle vous rend heureux. Elle vous fait fonctionner. À la fin des années 60, de nombreux courants souterrains qui alimentaient l'expression sexuelle explicite dans la culture américaine, le cinéma underground de Kenneth Anger et Jack Smith, les magazines de physique et la sous-culture masculine gay, l'érotisme softcore, les films de Castor et les nus dans les pipe shows, ont commencé à faire surface et à se fondre dans un courant majeur. Aucun de ces phénomènes n'était local. Chaque réalisation culturelle a atteint un certain degré de reconnaissance nationale. Warhol s'est inspiré de ces réalisations à plus petite échelle. Il a improvisé, imité et expérimenté différentes manières de créer des images érotiques au cinéma afin d'explorer le potentiel du médium à représenter l'expérience sexuelle. Il ne s'est pas arrêté à identifier les possibilités pornographiques du film en tant que média. Le romancier et scénariste Terry Southern, co-auteur du best-seller du New York Times The Candy, une adaptation pornographique de Candide de Voltaire, et scénariste nommé aux Oscars pour son travail sur Easy Rider, Dr. Strangelove de Stanley Kubrick et Barbarella de Jane Fonda, a résumé la contribution de Warhol au film pornographique dans son roman Blue Movie. Ce roman, qui raconte l'histoire d'un réalisateur hollywoodien qui réalise un film pornographique décrivant tout le spectre de la sexualité humaine, y compris l'inceste et l'homosexualité, a été publié en 1970, au moment où les films hardcore commençaient à être projetés dans les cinémas de San Francisco, New York et Los Angeles. Au début du roman, Boris Adrian, D.B., dont on pense qu'il s'inspire de Stanley Kubrick, à qui le roman est dédié, un éminent réalisateur de films arty, et Sid, un producteur, discute de la situation du cinéma érotique à la fin des années 60, je dois découvrir, D.B., jusqu'où on peut pousser l'érotisme esthétique, à quel point, le cas échéant, il devient si personnel qu'il n'a plus de sens. J'ai des nouvelles pour vous, dit Sid, ferme et laconique, ils le font depuis des années, on les appelle les films underground, vous en avez déjà entendu parler? Andy Warhol? Il montre tout, Castor, Beat, tout le magasin. C'est une putain d'industrie, pour l'amour de Dieu. Boris soupire et secoue la tête. Il ne montre rien, dit-il doucement, même tristement, c'est ce que j'essaie de te dire. Ils n'ont pas commencé à montrer quoi que ce soit. Pas d'érection, pas de pénétration. Rien. Et en plus, c'est du Mickey Mouse. Amateurisme, tout comme ce que nous avons vu ce soir, mauvais jeu d'acteur, mauvais éclairage, mauvaise caméra, mauvais tout. Au moins dans les films pour hommes, on les voit vraiment baiser. Dans les films underground, c'est seulement représenté, suggéré,
les érections et la pénétration ne sont jamais montrées. Donc les films underground ne comptent même pas. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi les autres films, les films d'hommes, sont toujours aussi ridicules? Pourquoi n'est-il pas possible d'en faire un qui soit vraiment bon, vous savez, un qui soit vraiment poétique et beau?